Branle-bas de combat à Bruxelles. Les ministres de la Défense de l'OTAN étaient réunis aujourd'hui pour discuter des moyens de renforcer leur riposte après de multiples incursions russes dans l'espace aérien européen. Poutine ne doit avoir aucun doute. Si l'OTAN est menacée, nous agirons. Cette rencontre intervient alors que la menace russe se précise, selon le patron des services de renseignements allemands. Ancien ambassadeur en Ukraine, Martin Jäger a mis en garde lundi contre un possible conflit avec la Russie d'ici 2029 et l'Allemagne serait la cible numéro 1 du Kremlin. Moscou entrevoit des possibilités réalistes d'étendre sa sphère d'influence vers l'Ouest. Nous devons nous préparer à toute nouvelle escalade de la situation. Face au risque, l'OTAN envisage notamment de permettre au commandement militaire d'agir plus rapidement en cas d'intrusion de drones ou d'avions de chasse russes. L'Union européenne appelle de son côté à investir dans un bouclier anti-drone. En première ligne sur le flanc est, la Pologne acquiesce. La Russie, avec toutes sortes de navires, de flottes de pacotilles comme base de lancement, peut malheureusement atteindre les profondeurs de l'Europe. Il serait irresponsable de ne pas développer de capacités anti-drone. Une militarisation de l'Europe que Vladimir Poutine tourne en dérision, en précisant qu'il sera bien sûr contraint de répondre à cette course à l'armement qu'il juge injustifiée. Les élites dirigeantes de l'Europe ne cessent d'attiser l'hystérie. Mais voyons, comment croire à une attaque russe? On est tenté de leur dire « Calmez-vous, dormez bien, occupez-vous de vos problèmes ». Alors les Européens jouent-ils à se faire peur, comme le suggère le président russe? Y a-t-il un réel danger de conflit militaire? Les pays membres de l'OTAN ont-ils les moyens d'y faire face? Nos trois invités, trois spécialistes pour ce débat. Bertrand Badi, bonsoir. Professeur émérite de Relations internationales à Sciences Po Paris. Votre dernier essai, L'art de la paix, est paru chez Flammarion. Selon vous, il ne faut pas surdramatiser. Les chars russes ne vont pas traverser le Rhin. Il faut bien se préparer à ce risque, mais ce n'est pas l'hypothèse la plus plausible selon vous. À côté de vous, Aurélien Duchesne, bonsoir. Vous êtes chercheur au think tank Eurocréative, un think tank spécialisé sur les questions de l'Europe centrale et orientale. Votre dernier essai, La Russie de Poutine contre l'Occident, est paru chez Erol, n'est-ce pas? Je crois que je ne me trompe pas. Selon vous, la Russie va bien tenter une attaque contre l'OTAN, elle s'y prépare. Vous ajoutez, nous ne jouons pas à nous faire peur. Souvenons-vous qu'en 2014, on disait que l'invasion de la Crimée était un fantasme. Et à côté de vous, Nicole Gnesotto, bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, vous êtes historienne. Dernier essai, Fracture dans l'Occident, comment en est-on arrivé là, vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Selon vous, il y a une intention agressive dans les discours de Vladimir Poutine. Plus on se prépare à la guerre et on mettra l'accent sur la défense, moins elle sera possible ou vraisemblable. Et on démarre le débat avec la déclaration du jour. C'est celle pour le moins inquiétante de la chef de la diplomatie de l'Union européenne. La Russie joue avec la guerre et nous dépassons le cadre d'un conflit hypothétique, a déclaré Kaja Kallas avant-hier lors d'un déplacement à Kiev. Le danger est vraiment imminent pour vous, Aurélien Duchesne? Les personnalités comme Kaja Kallas alertaient des pays comme précisément la France et l'Allemagne sur la menace russe. Et nous, on disait qu'ils étaient obsédés par une menace qui était imaginaire et qui visait notamment à ressouder les rangs autour des États-Unis. Ils ont eu raison depuis une quinzaine d'années sur la réalité de l'impérialisme russe. Et le scénario auquel se préparent les Estoniens comme Kaja Kallas, j'étais moi-même en Estonie. Parce qu'elle est d'origine estonienne. Absolument, ancienne première ministre. Quand j'étais en juin en Estonie à l'invitation du ministère de la Défense, le scénario privilégié par les Estoniens est le suivant, que la Russie veuille tester l'article 5, le 1 pour tous, tous pour un de l'OTAN, par une attaque peut-être limitée contre un territoire balte, lituanien ou estonien, qui pourrait dégénérer en guerre ouverte. Que répondez-vous à Kaja Kallas et donc à votre voisin Aurélien Duchesne, Bertrand Badi? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, moi, ce qui me gêne toujours dans l'analyse politique, c'est les images historiques implicites ou explicites. C'est-à-dire, on parle de la guerre en sous-entendant quelque chose qui ressemble aux précédentes, et notamment aux deux guerres mondiales. Et même, l'exemple de la Crimée est évocateur, parce que le contexte est totalement différent, et que s'affronter à l'Ukraine et s'affronter à l'OTAN, ce n'est pas exactement la même chose. Oui, d'accord. Je pense qu'il y a, et là je vous rejoins totalement, un réel danger russe, que ce danger russe tient à cette nostalgie de puissance qui habite M. Poutine,
qui lui a fait dire depuis un certain temps déjà « Make Russia Great Again ». Oui, et c'est vraiment la même espèce. Et que nécessairement, cela se manifestera sur la scène internationale. Comment ? Je pense beaucoup plus aux formes nouvelles de confrontation qu'aux formes anciennes. C'est la raison pour laquelle la cyberattaque, la cyberguerre est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Imaginez nos hôpitaux, nos transports. Ça commence déjà. Bon. Oui, en même temps, Nicole Liesotto, pardon, Bertrand m'a dit, mais il y a eu des choses très concrètes, des incursions de drones, des violations d'espace aérien. Là, ça, j'allais vous dire, c'est une forme de guerre classique. Enfin, en tout cas, les prémices peut-être ou pas, pour vous ? Je crois qu'il n'y a aucun doute sur la menace russe, mais il y a tous les doutes possibles sur le passage à l'acte. Et le passage à l'acte de la part de Vladimir Poutine, c'est le degré de résistance, de préparation des Occidentaux et en particulier des Européens pour éviter d'une part l'effet de surprise, d'autre part la passivité, l'incrédulité dont vous parliez. Donc je crois que l'incertitude, elle est sur notre réaction. Et c'est là où je crois qu'il faut faire très attention parce qu'on a aujourd'hui un discours... Nous, les Européens, on entend un discours de préparation à la guerre. Le secrétaire général de l'OTAN, même notre président de la République, les services de secret allemands, tout le monde a l'air de dire que la guerre est inévitable, comme s'il y avait une fatalité de la guerre à laquelle il faut se préparer. Ça, je crois que c'est une erreur. Ce qu'il faut dire, c'est non pas la fatalité de la guerre, mais la nécessité de la défense. Si nous, on se défend suffisamment, si on a une résilience sociale, politique, démocratique suffisamment forte, alors il n'y a pas fatalité de la guerre, et donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et je crois que c'est très différent de dire l'un ou l'autre discours. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand même en Occident, on entend plus le discours sur la fatalité de la guerre que sur la nécessité de la défense. C'est aussi rationnel que ça ? Oui, c'est une question de rationalité, justement. On n'a pas voulu, enfin, pour ceux d'entre nous qui avions dit que Poutine envahirait l'Ukraine, on nous répondait « jamais il ne le fera », c'est irrationnel. Sa rationalité n'est pas la même que la nôtre. Sa vision de ses intérêts et de ce qu'il est prêt à faire pour ses intérêts n'est pas la même. Pour moi, la rationalité de Poutine qui le pousserait à attaquer l'OTAN, c'est la tentation du possible. Le plan A, ils nous battent sans avoir à nous combattre, c'est-à-dire que si demain les Russes s'emparent d'une ville, il y a Narva en Estonie dont on parle beaucoup par exemple, ville à majorité russophone et russe ethnique, et que les Français et les Allemands ne veulent pas mourir pour Narva demain, Poutine aura gagné. Mais si nous, on réagit, le plan B auquel se préparent les Russes, avec leur économie de guerre, c'est de nous combattre nous directement. Et ils se disent, visiblement les Russes, c'est ce que disent aussi les Allemands, qu'il y a une fenêtre de tir de 3 à 5 ans pour attaquer l'OTAN. Bertrand Badi, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça, parce qu'en fait, de plus en plus, Poutine laisse entendre qu'il veut augmenter sa sphère d'influence. C'est ça ou pas son objectif ? Alors, je crois qu'il veut montrer que la Russie n'a pas perdu sa puissance. La Russie était traitée par Barack Obama, qui n'était pas le pire des présidents des États-Unis, de puissance régionale. Et ça a été un traumatisme très fort sur lequel Poutine a su surfer. C'est-à-dire, est-ce que lui, intimement et personnellement, il veut restaurer quoi que ce soit ? Je n'en sais rien. Mais il sait qu'en revanche, c'est une parole qui fait sens dans l'opinion publique russe et dans un certain nombre de milieux oligarchiques russes. Alors, ceci dit, ce qu'il faut faire, c'est deux choses. Que veut dire rationalité ? Que veut dire parole politique ? Je suis d'accord avec vous que, effectivement, le calcul rationnel froid ne nous apprend rien. Mais quand même, on peut gager que lorsque Poutine s'est engagé le 24 février 2022 dans le conflit ukrainien, il considérait réellement qu'il avait une bonne chance d'arriver à Kiev en 3 jours. Maintenant, le désaveu de l'histoire, le fait qu'au bout de 3 ans et demi, il n'en soit qu'à conquérir 18% du territoire ukrainien, lui a appris quelque chose. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il va devenir gentil et mignon. Ça veut dire quelque chose de beaucoup plus fort, qu'il va chercher une autre façon d'exprimer sa puissance. Et c'est là que j'en viens à la parole politique. Vous savez, la puissance, elle s'exprime dans ce temps de communication beaucoup plus dans le verbe que dans les armes. Si vous avez remarqué, depuis 1945, quand les armes parlent,
elle se retourne toujours contre le plus fort. Et ça dépend. Je ne connais pas de contre-exemple. Des guerres de décolonisation jusqu'au Vietnam ou à l'Afghanistan ou à l'Ukraine ou à l'Irak, je n'en connais pas. La guerre du Golfe. En revanche, la guerre du Golfe, ce n'était pas un acte de puissance. C'était un acte une autre fois. Sur mandat des Nations Unies, ce qui est tout à fait différent. Bertrand Badi, gardons un tout petit peu de temps pour évoquer ce qui est en train de se passer avec les enfants. Parce que pendant que nous nous interrogeons... Donc je ne parlerai pas de la parole politique. Si, on va en parler tout à l'heure. Mais là, on va évoquer avec vous et avec Anna le fait que la jeunesse, notamment en Pologne, mais pas seulement, apprend à manier les armes à l'école. Bien oui, parce que la Pologne, elle fait partie des pays qui sont en première ligne avec ses 600 km de frontières partagées avec la Russie et la Biélorussie. Et donc le gouvernement a décidé en 2024 de rendre obligatoire la formation aux armes à feu pour les jeunes de plus de 14 ans. Alors concrètement, ces ados sont formés par des instructeurs paramilitaires dans les gymnases de leur collège ou de leur lycée. On leur apprend à monter et démonter plusieurs types d'armes, des armes factices évidemment pour ne pas se blesser, mais aussi à tirer sur une cible, à savoir bien réguler leur respiration au moment d'appuyer sur la gâchette. Et puis on les forme aussi au premier secours. Un instructeur qui était interviewé par France Info expliquait qu'il ne s'agissait pas de les préparer à la guerre, mais plutôt de leur fournir les bases pour pouvoir survivre si la situation venait à dégénérer. Et même scénario à peu près pareil, à plusieurs centaines de kilomètres au nord-est de la Pologne cette fois, où les élèves lituaniens, eux aussi, se préparent. Les ministres de l'Éducation et de la Défense ont annoncé mi-août vouloir former 7000 enfants à la construction et au pilotage de drones. Et donc, depuis septembre, dès l'âge de 8 ans, on peut apprendre à assembler des drones simples dans des centres de formation dédiés. Et ceux qui sont en âge d'être au collège peuvent, eux, s'expérimenter à la conception 3D et au pilotage de drones avancés type FPV. Alors, Nicole Legnisotto, est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de se préparer, ces deux pays, ou alors est-ce qu'ils sont en train simplement d'affoler leur population ? Les deux. Moi, je pense qu'ils ont raison de se préparer parce que ce sont des pays frontaliers, effectivement, de la Russie. Encore qu'on a vu que la Russie avait survolé le Danemark en présidence de l'Union européenne, alors que le Danemark n'a aucune frontière commune avec la Russie. Donc, ils ont raison de se préparer. En même temps, ils ont raison d'initier leur jeunesse à la plus haute technologie, qu'elle soit civile ou militaire. En même temps, ça paraît quand même un peu délirant. Ce ne sont pas les enfants qui vont dissuader les Russes de nous attaquer. Non. Je crois que, d'ailleurs, enfin, si c'est dans 5 ans, 6 ans, c'est eux qui pourraient se retrouver au front, de fait. Oui, si mais d'autres pays aussi se préparent. Moi, je crois qu'il ne faut pas y attacher une importance démesurée. Ce qui est clair, c'est que les Russes, en tout cas, sont très attentifs à tout ce qui vient de l'Occident par rapport à la défense. Et donc, de même on a été surpris quand ils ont attaqué Kiev, ils ont été très surpris de notre soutien à Zelensky. Très surpris, ils ne s'y attendaient pas. Et donc, de la même façon, je crois que plus on montre que non seulement les militaires, mais les sociétés civiles sont résilientes et n'accepteront aucune attaque, plus on dissuadera les Russes de nous attaquer. Aurélien Chat, dans les milieux pacifistes, on dit qu'il y a un intérêt pour l'industrie de défense européenne à exagérer la menace russe pour obtenir plus de contrats. Qu'est-ce que vous répondez à cette hypothèse-là ? C'est la vieille phrase d'Anatole France, on pense mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. La réalité, c'est qu'on a cultivé la logique inverse pour des raisons évidentes, les fameuses dividendes de la paix, les menaces majeures ont disparu, on a d'autres investissements à nourrir, transition démographique, technologique, etc. Maintenant, il y a quand même des choix qui se posent. Et pour un pays comme la France, par exemple, je rappelle que non seulement le budget de la défense, depuis 30 ans, est celui qui a été le plus réduit en proportion du PIB, par exemple. Et la deuxième chose, c'est que l'industrie de défense, il ne s'agit pas simplement d'engraisser les marchands de canons, il s'agit aussi de réapprendre la guerre de haute intensité. Les Russes le font depuis 30 ans, nous, on la réapprend depuis 3 ans. Cela dit, la guerre en Ukraine a suffi pour mettre les industries de défense au travail. Donc, ce n'est pas simplement notre discours, c'est l'attaque des Russes sur l'Ukraine qui a remobilisé les industriels de la défense. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, vous en parlez tout à l'heure, est convaincu que l'Alliance Atlantique qu'il dirige n'a rien à craindre de la Russie. Écoutez. I think you have to make sure that you are absolutely convinced whether yes or no it is posing a threat. If it is posing a threat, we can do everything needed to make sure the threat will not materialize. But if it is not posing a threat, a strong alliance, and NATO is so much stronger than Russia, we are infinitely more capable. Bertrand Badi, nous sommes infiniment plus compétents, pas de souci à faire. On est prêts, parce que notamment aussi, on a l'arme nucléaire, nous, Français, pour couvrir tous les pays de l'OTAN avec nous. Ne pensons pas aujourd'hui et demain en fonction d'hier et d'avant-hier, à nouveau.
Alors, ça me permet de dire deux choses. Je vais commencer par la première, parce que je suis sûr que la deuxième, je n'aurai pas le temps de la placer. Il est taquin. On est quand même dans une situation que d'aucuns appellent une guerre cognitive, c'est-à-dire où on utilise toute une série de mots et de dénominations, de symboles et de gestuels, et ce que vous décriviez à propos de la Pologne, c'est de la gestuelle, de manière effectivement à modifier le comportement de celui qui fait face. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui prend aujourd'hui des proportions très grandes, parce qu'il y a l'intime conviction que l'usage matériel de la force ne mènera à rien. C'est-à-dire, on se rapproche de Sun Tzu qui, il y a quelques millénaires, nous disait que la meilleure guerre est celle qu'on gagne sans avoir à la faire. Et là, on est dans un jeu qui évoque ce cas de figure. Alors maintenant, qu'elle change, je peux arriver à mon deuxième point. De manière synthétique. L'OTAN. Évidemment, dans une situation de tension comme celle que nous connaissons, on ne peut pas toucher trop facilement à l'OTAN. Mais il faut quand même savoir que pour notre monde, c'est-à-dire cette Europe occidentale et ce monde occidental, l'OTAN, après 1989, ça a été une véritable catastrophe. C'est-à-dire la seule alliance militaire qui demeure au monde et qui donc cristallise toutes les craintes, tous les rejets, toutes les peurs, et qui a donné à M. Poutine cette chance extraordinaire de pouvoir s'entendre avec le Sud global, précisément parce qu'il était facile de dire que face à cette Bastille, vous comme moi, eh bien, nous sommes menacés. Sauf qu'Emmanuel Macron avait dit lui-même que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Mais si on regarde les chiffres, Nicolas Izotto, c'est dans le même sens. Mais enfin, regardez les chiffres, l'état des forces entre l'OTAN et la Russie, on est quand même très largement dominant. Et alors attendez, on va laisser répondre Nicolas Izotto. Aurélien Duchesne. Mais c'est pour ça qu'il faut s'inquiéter. C'est pour ça que le discours sur la guerre n'est pas innocent. Il y a quand même certains, je pense, dans certains milieux, qui pensent comme on est meilleur, on pourrait peut-être, une fois pour toutes, leur mettre, pardonnez-moi l'expression, une bonne pâtée et se débarrasser de la menace russe pendant 15 ou 20 ans. Moi, je crois que c'est le discours le plus dramatique que l'on puisse tenir. C'est vrai que l'OTAN a beaucoup plus de capacités militaires, technologiques, on est totalement supérieur, mais c'est justement une raison pour ne pas l'utiliser et pour essayer de convaincre les Russes de ne pas passer à l'action. Moi, je crois qu'il y a deux facteurs qui vont déterminer la mise en œuvre ou pas de la menace russe. Il y a le facteur américain, d'une part, parce que plus les Américains disent qu'ils sont plus ou moins impliqués dans l'OTAN, moins les Russes oseront quand même faire une aventure. Et le deuxième facteur, c'est le facteur européen, parce que si les Américains ne sont pas là et que les Européens montrent qu'ils sont prêts, là aussi c'est dissuasif. La seule situation dramatique, c'est si les Américains ne sont plus vraiment là et que les Européens ne sont pas encore prêts. Est-ce qu'on a une vision à peu près lisible de l'attitude des Européens, des Américains précisément, Aurélien Duchesne, avec Donald Trump, c'est un peu... Elle vient encore de changer aujourd'hui quand le secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth, maintenant reprend un discours que j'ai envie de qualifier de pro-ukrainien, alors que le même Pete Hegseth est celui qui a coupé les vivres à nos alliés baltes en termes d'aide à la défense. Il y a des signaux contradictoires des Américains, mais là où ça change, quand vous parlez à des Polonais, c'est que eux, il y a un avant et un après Donald Trump 2, où ils se disent qu'après tout, même si les Américains, on veut les garder en Europe, je pense notamment aux Danois qui rachètent des F-35 alors que l'Amérique menace leur territoire au Groenland, il y a quand même la prise de conscience chez nos amis d'Europe centrale et orientale du fait que les Américains ne seront pas toujours là et qu'au minimum, pour les garder chez nous, il faut faire preuve d'entrain à notre propre défense. 5%, c'est l'objectif d'armement, Bertrand Badi, de notre PIB. C'est énorme. Est-ce que vous pensez que les économies européennes sont fragiles? Est-ce que la Russie joue avec cela? Est-ce qu'elle pousse les Européens à s'armer? Peut-être aussi pour créer indirectement des tensions sociales, ou ça, c'est une lubie? Oui, moi je n'irai pas jusque-là parce que je n'ai aucun élément de démonstration empirique de la chose. D'un machiavélisme russe qui voudrait fabriquer de la fracturation sociale. Je crois qu'il faut comprendre que nous, depuis le monde occidental, nous regardons l'OTAN comme un instrument militaire. Et Poutine regarde la même OTAN comme une aubaine diplomatique. C'est-à-dire que la dénonciation de l'Occident collectif est, pour la diplomatie russe,
le succès garanti de rallier le reste du monde que nous méprisons complètement, sans nous rendre compte que tout ceci vient progressivement nous encercler. Moi, j'ai entendu de hauts responsables indiens plaider devant moi que les nazis sont au pouvoir à Kiev. Voilà, pour vous donner un petit exemple de cela. Ça prend en Afrique, ça prend en Asie, ça commence même à prendre en Amérique latine, au Brésil, par exemple, où ce genre de discours peut être aussi relayé. Donc, effectivement, comme dirait quelqu'un, ne regardons pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que... C'est quoi la bonne direction? Alors, la bonne direction, c'est... Non, la bonne direction, c'est la mondialité. C'est que nous sommes dans un monde d'une très grande complexité, et cette espèce de dialectique entre la Russie et l'Europe, Poutine en joue diplomatiquement de manière très astucieuse pour reprendre du galon, et ça marche. On va regarder vers l'Ukraine, justement. Est-ce que tout se joue là-bas? C'est la question qu'on se pose. On écoute d'abord Donald Trump, qui semble revenir, vous le disiez, de sa lune de miel avec Moscou. Look, I'm very disappointed because Vladimir and I had a very good relationship, probably still do. I don't know why he continues with this war. This war has been so bad for him. He should have won that war in 1 week. He's now going to soon be into his 4th year. He's lost 1.5 million soldiers, probably close. It's a horrible war. That's the biggest thing that's happened since World War II. Aurélien Duchesne, en tant que président américain, on se dit que pour écarter toute menace russe en Europe, il faut que l'Ukraine sorte victorieuse de la guerre face à la Russie. C'est ça la clé? Mais parce que c'est une guerre coloniale, fondamentalement, de la Russie qui ne veut pas faire le deuil de son empire en Ukraine. Il faut qu'elle se casse les dents en Ukraine pour ne pas recommencer ailleurs. Je dirais, dernière chose, c'est pas l'OTAN qui a provoqué l'impérialisme russe. Quand en 1992, la Russie a soutenu la sécession de la Transnistrie en Moldavie dans le sang, c'était pas l'OTAN qui menaçait la Russie, mais l'impérialisme russe déjà. Il faut défaire l'impérialisme russe en Ukraine pour que le massacre s'arrête et que le danger s'éloigne. Mais j'ai jamais dit... Non, mais attendez, parce que ceci m'était adressé. C'est mon tour, cher S'il vous plaît, soyons démocratiques, partagez démocratiquement la parole. Nicole Niesotto. Tout dépend de ce qu'on appelle une victoire de l'Ukraine. Et c'est là, je peux être d'accord avec vous, effectivement, il faut que l'Ukraine gagne pour que Poutine ne recommence pas, mais tout dépend de ce qu'on met dans la victoire. S'il s'agit de retourner aux frontières d'avant la Crimée, alors qu'on n'a rien dit en 2014, quand il a pris la Crimée. Comment peut-on aujourd'hui dire qu'il faut que la Russie rende la Crimée? Ça me paraît difficilement tenable. Donc oui, il faut que, en tout cas, Poutine ne gagne pas. Ce qui n'est pas la même chose qu'il faut que l'Ukraine gagne. Il faut que Poutine ait l'impression de ramer. Et comme le disait Bertrand tout à l'heure, il avance, il gagne des points, mais très lentement. C'est pour ça que ça rend aussi un peu suspect, enfin en tout cas pas très crédible, l'idée qu'avant 2029, il pourrait attaquer un pays de l'OTAN. Moi, je crois qu'il faut quand même raison garder. Il a d'énormes difficultés militaires en Ukraine. Ils ont gagné en qualité l'armée russe, mais ils ont perdu énormément de soldats. Ils sont obligés maintenant de faire appel à la mobilisation. Donc non, on n'est pas encore à la veille d'une attaque russe. Bon, on n'a plus le temps. Je suis navrée, Bertrand Badi, vous reviendrez. Drupi Calimero. Alors merci à Calimero et merci à vous deux d'être venus pour ce débat absolument